quels sont leurs rapports avec la maison mère? C'est-à-dire quels sont les rapports du PC réunionnais, du PC martiniquais ou du PC guadeloupéen avec le bureau politique, je dirais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, avec Moscou aussi, oui, évidemment, mais jusqu'à preuve du contraire, le PC français n'a jamais été totalement indépendantiste. Non, jamais. Ou anticolonialiste. C'était une blague. Hein, oui, non, mais j'ai compris, oui. Bon. Mais je tenais à conforter ton point de vue. Dans les PC antillais ou guyanais, il y a des formes d'indépendantisme. D'autonomie, pas d'indépendance. Comment est-ce vu du centre, quoi, voilà. Voilà, une des questions. Alors, les leaders du PC se fait avoir, si je peux dire, pas parler vulgairement, et signe la motion, justement, à cette fameuse tricontinentale, signe la motion d'indépendance de l'indépendance de la Guadeloupe. Il se fait remonter les bretelles en revenant en Guadeloupe, voilà. Mais parce qu'il y avait une espèce d'émulation, on est à Cuba, tous les peuples sont frères, enfin, il y avait quelque chose là qui se passait. Alors, pour répondre à ta question, ça dépend de la chronologie, si on peut dire. Pendant tout un temps, le PC français a tenu fortement, enfin, envoyé des délégués qui venaient expliquer la ligne aux fédérations. Et puis à un moment donné, il y a eu une autonomisation, et donc il y a eu des partis créés qui prenaient le nom de Parti communiste de la Martinique et Parti communiste de la Guadeloupe. Ils se sont autonomisés. Et donc là, il y a eu quand même un écart, oui, quand même une distance, on va dire. Ils étaient toujours liés au PC français, mais il y a une distance par rapport Alors, le PC réunionnais, bon, alors j'ai vu ça moins de près, mais à mon avis, le PC réunionnais était plus proche. Alors, à la fois plus proche de la direction du Parti communiste français, et à la fois c'était des personnalités qui avaient un rôle très très important sur place, quoi, et c'était en Martinique, il y a eu Césaire, mais après il est parti, en 1956 il est parti, et il n'y a jamais eu de personnalité aussi forte dans le PC guadeloupéen. Rosan Girard était très aimé, pour des tas de raisons d'ailleurs, et entre autres parce que sa mère était une espèce de guérisseuse, et donc on pensait que lui qui était médecin, sa mère lui avait transmis ses pouvoirs. Enfin, il y avait des choses, des pratiques magico-politiques, si vous voulez, dont il faut tenir compte aussi. Donc il était très aimé localement, mais il n'avait pas le charisme, on peut dire, qu'avaient les Vergès, parce que c'est une famille, hein, comme vous le savez. Il y a eu le père Vergès, puis après Paul Vergès, et puis après celui qu'on connaît, l'avocat, et puis maintenant Françoise Vergès. Et donc, voilà, il y a eu... c'était encore une autre configuration. Là. Voilà. Il me semble que ça dépend aussi de la signification de l'autonomie. Voilà, c'est les contextes, mais c'est aussi l'autonomie, parce que le Parti communiste a été vraiment un fervent soutien des élus, d'abord pour obtenir la départementalisation en 1946, et puis pour soutenir, alors certes ils sont autonomisés, mais les fonds proviennent quand même de la centrale. Avant 1946, il n'y avait pas de section du PC en Guyane, Antilles, etc. Où il y en avait. Parce que la stratégie 46, du PC dans les colonies, c'était pas de section. Parce que, en tout cas en Afrique. Oui, alors pas de section dans les colonies, absolument, mais il me semble qu'aux Antilles, à La Réunion, il y a bien sûr une section, hein, puisque Césaire est élu sur cette ligne, d'abord à la mairie, et puis ensuite en tant que député. Mais en Guyane, ils n'ont jamais accepté, parce que certes, il n'y a jamais eu de PC, mais on a... le leader syndical le plus important, Turenne Radamont, a régulièrement essayé d'obtenir l'installation d'une section, et la réponse de la Polex a toujours été négative. Voilà. Donc oui, il faut quand même insister sur, me semble-t-il, une forme de schizophrénie aussi à l'intérieur entre ce que signifiait l'autonomie et jusqu'à quel moment cette autonomie pouvait être un prélude à l'indépendance, et dans ce cas-là, oui, plutôt un refus du PC. Donc je pense que ça a toujours été des relations un peu complexes. Alors, voilà. Sauf dans cette résolution qu'on a évoquée, il n'y a jamais eu
le mot d'indépendance a été accepté par les partis communistes. C'était autonomie, même si ça n'avait pas le même contenu partout. Et voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et ils refusaient aussi le mot nationaliste. C'est-à-dire partout dans les textes communs, quand il y a discussion de textes communs, ils refusent le mot nationaliste. Les communistes refusent le mot nationaliste. Moi j'ai 4 questions. D'abord, quelles étaient, madame, les études que faisaient justement ces étudiants kanaks quand ils sont venus faire des études à Montpellier, par exemple? Est-ce que c'était de la médecine, justement, puisqu'il y a une faculté de médecine à Montpellier, enfin, vous me direz. Et puis pour le reste, donc, les droits. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment les PC, donc martiniquais, guadeloupéens, se sont autonomisés? À quel moment? Deuxièmement, donc apparemment, il n'y avait pas d'union d'étudiants communistes là-bas. Il y avait des étudiants communistes, mais en France. Donc, pourquoi est-ce que les étudiants communistes, puisque finalement, si on parle de 68, il s'agit aussi de voir quel était l'éco-étudiant et l'éco-ouvrier ailleurs. Donc est-ce qu'il y avait des étudiants communistes organisés de façon autonome, guadeloupéens, martiniquais, en France, sans qu'il y en ait là-bas? Et surtout, question principale, au fond, comment ont réagi les Cubains par rapport à cette perspective de contagion qui s'est formulée donc à partir de quand, peut-être vers les années assez tôt, dans les années 60. Comment est-ce qu'ont réagi les Cubains? Est-ce qu'ils ont eu l'ambition d'aider à ces mouvements? Et puis est-ce que finalement les gens du groupe parlaient espagnol? J'ai pas la liste des étudiants, enfin bon, je sais qu'il y en a un qui faisait des maths et d'autres de la socio. Non, pas du droit. C'est encore un problème de pousser. Il y en a de plus en plus qui font du droit aujourd'hui, mais c'est très difficile en fait. Voilà, il faisait pas d'histoire non plus, on remarquerait, parce que bon, c'était pas tout à fait. Voilà, c'est intéressant. Mais enfin, socio et économie. Voilà. Et moi j'ai une question, j'en profite de me glisser, mais j'ai une question sur le sens de l'indépendance aux Antilles, en Guyane. Enfin, les mouvements, vous parlez de mouvements indépendantistes, et je voudrais en savoir plus en fait sur jusqu'où ça allait. Voilà, et j'ai été très interpellé par la question de ce que vous posiez là sur les fonctionnaires, enfin l'aspect fonctionnaire en Guyane, le poids des fonctionnaires et les revendications d'égalité des droits dans les avantages coloniaux. Parce que c'est un problème majeur en Nouvelle-Calédonie, à mon sens. Bon, il y en a qui ne partagent pas mon avis, donc ça je parle pour moi-même. Mais ce problème des indexations, des salaires indexés, crée un monceau de problèmes et crée aussi, si vous voulez, des métropolitains qui sont quand même très bizarres quand même. C'est-à-dire des citoyens français qui n'ont plus du tout l'habitude de comment on vit en France, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, quoi. Qui sont surpayés et qui, évidemment, quand ils restent très longtemps, n'ont plus aucune envie de partir. Et puis, vont vraiment pas être d'accord avec l'indépendance, évidemment. Et l'idée, effectivement, de l'indépendance, là, je vous parle de présentement, ce qui se passe, c'est faire peur. Donc l'indépendance, c'est les effondrements africains, c'est la pauvreté, c'est les comment, etc. Tout est vu comme ça. Et le Vanuatu d'à côté, qui est évidemment beaucoup plus pauvre. Mais du coup, il y a un paradoxe énorme parce que effectivement, l'indexation a couvert énormément de gens, puisqu'il y a eu la même revendication, puisque l'administration territoriale, donc maintenant il y a des Kanaks indexés, il y a tout le monde indexé, quoi. Enfin, pas tout le monde justement. Et ça crée des déséquilibres, mais même nous, quand on arrive là-bas, si vous n'êtes pas indexé, vous êtes pantois quand même, parce que j'ai jamais vu autant de Porsche Cayenne quand même. Bon, voilà, c'est ça la réalité. Je reconnais pas je sais pas où on est, quoi. Voilà, j'ai un petit souci. Et ça crée des dépendances et évidemment des conflits internes qui sont D'où la question de l'indépendance aussi. Oui, voilà. Oui. Je réponds, vous voulez intervenir, monsieur, au fond? Non, c'est sur la Kanaki. Le développement historique était passionnant. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, un peu en rapport avec ce qui va se passer dans quelques mois. Non, il y a eu en Kanaki plusieurs épisodes de révolte dans l'histoire importante. Il y en a eu plusieurs, au début du XXe siècle en particulier, et dans la période en question, vous n'avez pas parlé de révolte importante.
Alors, est-ce qu'il n'y en a pas eu, ou bien est-ce que c'était une période calme je sais qu'en 68, il ne s'est rien passé maintenant. Dans cette période-là, j'étais un peu étonné, alors que avant, il y avait eu des révoltes fortes, en particulier le fameux Altaï, qui était resté, me semble-t-il, dans les mémoires. Je voudrais vous poser... Je peux ajouter juste un petit mot à pour cette connaissance justement de ce qui va se passer. Il y a 2 ans, il y avait une expo à Branly sur la culture kanak, et j'en suis sortie avec 2 jeunes femmes kanak, ébahies de l'absence des femmes dans la présentation des cultures. Comme si il n'y avait pas de femmes au Kanaki. Enfin, elles n'avaient pas de place dans la tribu, comment dire, autorisée, ou au moins montrée. Et ces jeunes femmes ont dit, oui, on est mieux en France, pour pouvoir exister. Voilà. Mais je pose la question pour savoir si c'est une réalité, ou bien si c'était 2 jeunes femmes qui, elles, préféraient rester en France pour exister. Alors effectivement, je ne vous ai pas parlé des révoltes, j'aurais pu, vous faites bien de me faire la remarque, mais parce que 68 est un peu entre deux, c'est ça qui me... Comment vous dire, les échauffourées, alors les échauffourées qu'il y a eu en 68, parce qu'il y a eu, bon, ils sont allés en prison, ils ont été tabassés, 68, 69, 70, ça n'a rien à voir avec 84, quoi. 84, on est dans un vraiment... Et 84, là, j'aurais pensé à vous rappeler les révoltes, parce que 84-88, on est dans un schéma à la fois récurrent insurrectionnel, si vous voulez, et à la fois très distinctif, parce que les révoltes auxquelles vous faites allusion, bon, il y en a eu au 19e siècle plein en Algérie, qu'on a même oublié, si vous voulez, ça a continué jusqu'à la fin du 19e siècle, etc. Pendant la guerre de 14, on oublie que pendant la guerre de 14, il y a eu beaucoup de... Voilà. Donc en Calédonie, il y a 2 dates majeures, c'est 78, 1878, 1917. Si vous voulez, c'est des moments où on est encore inscrit dans une histoire ancienne. Il y a encore la mémoire d'un monde ancien, qui évidemment, en 84, on n'est plus du tout on est dans un contexte autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Même en 17, les gens, si vous voulez, ont encore des pratiques de guerre. Alors il n'y a pas que ça, il y a des fusils, on s'est monté à cheval, donc il y a autre chose. Et on sait où on a surtout des grosses idées sur Guillaume qui va nous envoyer des bateaux. Bon, parce que les nouvelles circulent. Et donc en 17, ils sont persuadés qu'il y a Guillaume, Guillaume, le grand Guillaume, vous connaissez quoi, vous avez compris, qui va envoyer des bateaux. Bon, pour Guillaume, là, il est un peu largué. C'est des idées qui circulent, ce qui prouve que les gens ne sont pas en dehors de l'actualité, mais on est dans un monde aussi où les Kanaks se mettent en guerre. D'ailleurs, ne font pas juste de parler d'insurrection ni de révolte, c'est très ethnocentré. Voilà, on parle de guerre, ils se mettent en guerre et l'idée c'est de bouter le blanc hors de l'île, si c'est possible. Bon, ça marche pas. En 84, on est évidemment dans un autre schéma, mais évidemment que j'aurais pu l'inscrire dans ces continuités de moments explosifs, si vous voulez, où le monde kanak, voilà. C'est plus possible, quoi. Alors 68, c'est un peu difficile à caser, et les années 30 aussi, parce que les années 30, c'est la chape de plomb coloniale, la nuit dont parlait de Chibaou, donc ça c'est ça qui pèse. Là on ne se révolte plus, les églises sont très présentes parce qu'elles sont des solutions, il ne faut pas le nier. Alors on en pense qu'on veut, mais enfin bon, il se trouve que c'est simplement un moment de... Voilà, la démographie est très faible, on n'était pas nombreux, etc. Et 68, c'est on ose. 68, c'est enfin, les jeunes qui rentrent en 69, c'est ils osent relever la tête. C'est comme ça qu'on dit. On s'est mis debout. Et on s'est mis debout, y compris contre nos vieux, comme on dit là-bas, qui étaient UC, et qui disent qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous êtes irrespectueux, et y compris contre la coutume éventuellement. Alors je rebondis sur la question des femmes, donc écoutez, je ferai remonter votre revendication sur Branly, je ne suis pas responsable de l'exposition qui avait eu lieu à Branly, qui au demeurant était bien, enfin je veux dire au moins était moins muséographique, vous savez comment elle aurait pu être, bon il y avait quand même des choses, mais vous avez raison, de toute façon on est dans une société très patriarcale, personne ne s'en cache,
où l'homme a une sorte de... Bon, mais c'est pas que les Kanaks, donc je suis obligé de vous le dire. Donc oui, mais il y a en même temps, je sais pas ce que je peux vous dire sur le monde de femmes Kanaks. D'abord, ça bouge beaucoup. Je suis convaincu, moi j'ai eu des étudiantes jeunes Kanaks. Je pense que les garçons ont une révolution féminine sous leurs pieds, mais ils n'ont peut-être pas encore tout à fait compris. C'est évident. Les pères, ils disent aux filles, va faire des études, et respecte la coutume. Mais ça va être, ça va être ébullition. Les associations de femmes Kanaks sont ultra dynamiques, et les femmes tiennent beaucoup de choses en économie, voilà. Reste que c'est en tension, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vrai, la condition de la femme n'est pas facile, peut être très difficile, même il y a des violences conjugales, voilà. C'est dur, c'est pas, je ferai pas de... Et c'est vrai de tous les pays avoisinants, voilà, il n'y a pas de... C'est vrai aussi du monde caldoche d'une certaine manière, je vous dirais. Il y a un machisme, il ne faut pas le nier, c'est pas... Alors, ça ne s'exprime pas de la même façon, si vous voulez, évidemment, mais il ne faudrait pas enfermer les uns, comme l'alcoolisme est bien partagé dans ce pays, et l'alcoolisme favorise des passages à l'acte violent, en particulier dans l'intimité familiale, et comme il est très très partagé, c'est un vrai fléau de santé publique depuis... On est un pays d'alcooliques, puis un bon de transporter notre problème, quoi. Car les Kanaks ne buvaient pas avant nous, quand même, donc c'est quand même nous, on ne peut pas dire autre chose. Bon, je vais répondre, si vous permettez, très rapidement, puis après on vous donnera la parole. La date précise, je ne l'ai pas en tête, c'est après 56, puisque jusqu'en 56, Césaire et donc se démarque par rapport à Torres, et donc ils sont très très liés avec le parti. C'est au début des années 60, où il y a cette autonomisation, on peut dire, des fédérations de partis dépendant du Parti communiste. J'ai posé une autre question, mais j'ai oublié. Ah oui, indépendantiste, autonomie, c'est ça? C'est la question que vous avez posée. C'est Isabelle qui a posé cette question. Pardon. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous, pardon. Je pense que c'était les Cubains. Les Cubains. Alors les Cubains, ça va bien tant qu'ils ne se rapprochent pas trop de l'URSS. Parce que le gong pro-chinois, ça ne leur va pas du tout. Donc en fait, ils rompent avec le gong assez vite. Dès 67, Cuba s'éloigne de ses étudiants. Ah oui, l'UEC, vous m'avez demandé. Il n'y a pas d'UEC en Martinique, parce que les étudiants, il n'y a pas d'étudiants. Les étudiants, ils viennent en métropole. Et donc, ils ne sont pas à l'UEC, ils sont à cette association des étudiants qui est liée à l'UNEF. Au départ, était liée à l'UNEF, mais qui est par groupe national. Voilà, je ne m'étendrai pas plus à toi pour répondre. Peut-être, s'agissant de la Guyane, alors Cuba est évidemment un modèle. Moi, j'ai eu le souvenir d'un enseignant qui expliquait qu'un enseignant d'espagnol, un créole guyanais, qui enseignait l'espagnol en faisant écouter à ses élèves les discours de Castro en 59. Donc évidemment, la bourgeoisie créole le vivait très très mal, et a fait remonter d'ailleurs auprès de l'administration. Voilà. Mais il me semble que, et peut-être que je vais croiser, que le véritable projet indépendantiste qui a eu le plus de corps, en tout cas dans les années 60, paradoxalement, il faudrait peut-être le travailler là-dessus, c'est l'idée d'une république des trois Guyanes, avec le Suriname et le Guyana. Et malheureusement, ils ne parlaient pas anglais. Et ils ont eu très très peur de Chedi Jagan, qui était la principale personnalité au Guyana, et donc de ne pas très faire le poids. Mais il y a eu une réelle volonté, et dans les années 30 déjà, cette idée un peu panaméricaine était déjà dans l'air du temps. Voilà. Et je voudrais ajouter, je vais faire très très vite, pardonnez-moi, sur cette idée des indexations de salaire. D'abord, le premier point qui me semble très important de rappeler, c'est que le terme de métropolitain n'est jamais utilisé pendant la période coloniale. Donc c'est un terme qui est post-colonial. Voilà. En Guyane, et je pense qu'aux Antilles c'est aussi le cas, on parle d'Européens. Voilà. On ne parle jamais de métropolitain. Deuxièmement, à cette époque, si je prends le cas de la fonction publique, qui est tout aussi importante à la période coloniale, voilà, le conflit il se fait entre les fonctionnaires qui viennent de l'Hexagone et qui bénéficient d'une surrémunération pour cause, et les fonctionnaires qui sont du cadre local.
Et en 1946, au moment de la départementalisation, si je prends le cadre précis de l'éducation nationale, donc qui récupère en quelque sorte le champ de l'éducation, elle part du principe que la Guyane connaît un tel retard que pour pouvoir continuer à attirer désormais des enseignants, eh bien, il faut maintenir une attractivité financière à ces enseignants. Donc il y a une sorte de continuité de primes qui auparavant étaient celles des fonctionnaires du cadre métropolitain colonial qui est maintenue. Et c'est là que commence justement cette, comment dirais-je, cette idée de maintien de pratiques coloniales et donc les enseignants locaux vont se mobiliser dès 1949-50, c'est la première grève enseignante. Donc au moment, un petit peu avant, il faudrait mieux creuser cela, où les fonctionnaires obtiennent le droit de grève avec l'arrêt de haine, la jurisprudence du Conseil d'État, pour obtenir une égalité des droits, mais en même temps, ce que signifie cette égalité des droits, c'est-à-dire l'autorisation d'obtenir la même prime que ces anciens fonctionnaires métropolitains. Et donc c'est à partir de là que naît et que s'impose désormais le métropolitain. Je voudrais enfin terminer sur le fait que métropolitain aujourd'hui signifie blanc, mais à l'époque ça peut très bien correspondre à des créoles martiniquais en Guyane qui viennent enseigner et qui bénéficient donc de cette mesure, et donc eux aussi font partie de ce corps. Donc c'est un peu complexe cette idée de métropolitain, même si aujourd'hui le sens s'est réduit et communément admis comme blanc. Des créoles de Martinique qui viennent en Guyane, c'est ça? Oui, et il y a un fort ressentiment contre les créoles martiniquais, donc il y a une vraie complexité au sein même de ces outre-mer. Sur quelques points différents. D'abord, il a été question de la reconquête électorale par Michel Debré. Il faut rappeler qu'elle s'est basée essentiellement sur une arme qui était l'arme alimentaire, puisque l'aliment de base à La Réunion étant le riz, Michel Debré a obtenu, grâce évidemment à sa position politique à Paris, un accroc unique à la politique agricole commune. Il a obtenu l'exonération des prélèvements sur pays tiers à l'entrée à La Réunion, ce qui a fait chuter évidemment considérablement le prix du riz à l'importation à La Réunion. Et ça a été le point de base à partir duquel il a bâti sa popularité, parce que c'était vraiment l'aliment de base. Donc il y a des outils comme ça, et on a parlé d'armes alimentaires à plusieurs reprises ces jours derniers ou dans les séances ici. Elle peut jouer aussi à l'intérieur d'un pays. Deuxièmement, toujours sur La Réunion, mais là c'est une annotation, je dirais, politico-folklorique, il a été question de la famille Vergès, on a parlé de PC patrimonial à La Réunion, il faut s'en souvenir. Bon, c'est un cas particulier. Oui. Sur la Guyane, tout à l'heure, si vous pouviez répondre à une question sur les relations entre les créoles guyanais et les Indiens de Guyane, parce que j'ai un exemple, un souvenir très particulier. En 1983, j'ai vu un préfet s'opposer, et évidemment avec une défaveur accrue auprès des créoles guyanais, s'opposer à des empiètements décidés par les élites créoles sur un territoire indien. Il y avait véritablement là, de la part des créoles guyanais, comment dire, une politique offensive et expansionniste vis-à-vis des territoires indiens en Guyane. Et puis j'ai une remarque un peu plus générale. Ce qui a été dit au tout début sur les relations, sur la loi de 1946, considérée comme une loi d'égalité. C'est tout à fait vrai, puisque en fait, si on remonte bien en arrière, c'est sous la Première République française que s'est développé l'affrontement entre les deux conceptions de la spécificité législative ou l'uniformité législative, les deux conceptions qui pouvaient y avoir des relations entre, disons, la métropole, donc, et puis les colonies. Et ce phénomène existe encore en période contemporaine, puisque c'est vrai que à partir de 1946, ce qui était recherché à travers la départementalisation, c'était l'égalisation sociale et économique, et politique évidemment, mais
sociale et économique. Et elle a progressivement progressé, on va dire, mais il faut se rappeler que le SMIC outre-mer a été progressivement rapproché de manière très lente du SMIC métropolitain. Donc, effectivement, évolution pour l'égalisation économique, sociale et des droits politiques, mais en même temps, et de plus en plus, maintenant, c'est ce qui revient à la surface depuis quelques décennies, c'est la nécessité de la spécificité. Alors, la spécificité pour l'autonomie, l'indépendance, il y a les problèmes que vous avez soulignés, et que vous avez soulignés, par exemple, en comparant le Vanuatu à la Nouvelle-Calédonie, ou plus exactement à l'idée que peuvent se faire des dangers de l'indépendance des néo-calédoniens qui mettent en exemple le Vanuatu, mais c'est pareil aux Antilles, parce que les Antillais considèrent aussi le sort des ex-Antilles britanniques, qui ont été largement abandonnés par la métropole, et qui, au point de vue social et économique, évidemment, sont à la traîne. Donc, il y a un problème là, disons, de non-attractivité de l'indépendance du point de vue, non pas politique, mais social et économique, dans leur environnement géographique régional. Merci, on va essayer de vous répondre à la question que vous avez posée. Sur la question de la Guyane, il y avait le mouvement de décolonisation, justement. On ne disait pas mouvement d'indépendance ou d'autonomie, c'était le mot guidé, dont certains des membres qui ont, pour échapper à justement des jugements, etc., certains ont marronné, certains M. Delanon, je dis peut-être rien, Delanon Taubira. Et il n'a pas été arrêté. Et en ce qui concerne les primes, ce ne sont pas des primes. Moi, j'étais fonctionnaire marié à une Guyanaise, donc je suis allé en Guyane, et c'était pas une prime que j'avais. C'était une indexation. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'était différent selon que ce soit la Guyane, les Antilles ou la Réunion. Hein. Donc là encore, il y a une différenciation à l'intérieur. Et bien sûr, ceux qui sont fonctionnaires se considèrent comme des privilégiés, comme des jalouses, pour cause, et ils se comportent d'une manière un peu, je dirais, surtout ça regrettable. Ça crée des inégalités terribles. Quel qu'il soit. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais ce que je voulais dire, et j'insiste là-dessus, c'est que cette indexation est issue de primes qui existaient pendant la période coloniale. Voilà. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait également des primes pour les fonctionnaires au-delà de cette indexation. Voilà. Alors, peut-être toujours pour répondre à votre question, et ensuite je viendrai aux Amérindiens, parce que c'est le terme qui est quand même utilisé aujourd'hui. Le mot guidé est certainement, oui, un mouvement pour... donc c'est le mouvement pour la Guyane de décolonisation. Donc il est aujourd'hui extrêmement connu parce que Christiane Taubira y a participé, mais en réalité dans les années 70, il y a des dizaines de mouvements indépendantistes qui ont... comment dirais-je, une influence tout aussi importante que celle du mot guidé, et disons que c'est une lecture rétrospective qui donne un poids au mot guidé qui, je ne suis pas sûr, était réellement celui qu'on décrit aujourd'hui. Voilà, après, effectivement, Roland Delanon y a milité et bien d'autres, mais ils étaient très très peu nombreux. Alors la particularité quand même, et donc j'y arrive, avec ces années 70 et le mot guidé, c'est que pour fuir en quelque sorte la répression qui s'exerce contre ces indépendantistes, beaucoup vont, vous dites marronner, et donc en fait vont découvrir en réalité la Guyane dans sa totalité, puisque pour la plupart ils n'avaient pas plus loin que ces 40 km de profondeur, et donc vont aller vers l'Amazonie, ce qu'ils appelaient pendant très longtemps les Grands Bois, donc un espace qui a été très longtemps répulsif pour les créoles. Et donc pour répondre à votre question, pendant très longtemps, les créoles, comme les autorités coloniales, comme les autorités préfectorales, considèrent les Amérindiens comme des primitifs. Alors, primitif, ça prend plusieurs sens. Dans un premier temps, c'est une population totalement arriérée. Voilà. Et puis progressivement, alors pour les créoles, ça le demeure pendant très très longtemps, peut-être même encore aujourd'hui pour certains,
encore que les rapports ont changé. Et puis, on va dire que dans les années 60, à la faveur d'anthropologues américanistes qui s'investissent énormément sur le terrain, ça devient des primitifs qu'il faut absolument préserver au sens race première de l'humanité. Enfin, c'est les derniers, il faut absolument les préserver, de sorte qu'une ligne imaginaire est tracée, et donc c'est assez paradoxal, mais il faut disposer d'une autorisation préfectorale pour se rendre dans ce territoire, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi tous les paradoxes, et donc vous parlez de territoire foncier. Autre paradoxe, c'est que, comme vous dites, les Amérindiens disposent de territoires de manière collective, en tant que tribu. Donc c'est toutes les paradoxes post-coloniaux de la Guyane. Voilà. Puis après, Alors, je voudrais faire un point très clair sur la question de l'indépendance, qui n'est pas de malentendu. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que c'est qu'une question économique. Et je pense que, par exemple, alors, je me suis vraiment rendu compte là, dans les exposés, le contexte régional pèse énormément, évidemment. Donc le Pacifique, c'est très loin de Cuba, donc c'est pas agité de la même manière. Cuba agitait pas trop. Enfin, pas... Par contre, quand aujourd'hui on agite la peur du Vanuatu, il y a quelque chose de doublement problématique. D'abord parce que le Vanuatu effectivement a une histoire très particulière où l'État était extrêmement faible, la colonisation est en elle-même assez particulière, donc le retrait s'est fait de façon... on n'avait pas laissé grand-chose, je dirais, les Anglais, ni les Anglais ni nous, enfin peu de choses quoi. La Calédonie n'est pas du tout dans le même type d'attachement ou de lien avec la France, et on peut imaginer que les projets d'indépendance association sont des projets très réalistes. Voilà, je voudrais quand même là être très ferme, c'est-à-dire qu'on peut aussi aujourd'hui en 2018 inventer d'autres formes de coopération avec des pays avec lesquels on a tissé une très longue histoire. Quand j'insiste sur les liens avec la France, je pense qu'aux Antilles c'est aussi pareil. Mais voir, est-ce que l'Algérie ressent pas aussi... Enfin, comment vous dire, voilà. Mais voilà, quoi. Ce que je dis, c'est que au-delà des conflits et des violences qu'a produit le colonialisme, il se trouve qu'il a aussi fabriqué des liens, des partages linguistiques, voilà, bon, qui sont évidents, mais qu'on ne veut pas voir bien, qu'on n'analyse pas bien. Moi, je pense qu'on n'assume pas bien de part et d'autre. Et je voudrais aussi être très clair, quand j'avance sur les questions d'indexation, c'est aussi comment se décoloniser. Et il n'y a pas que les Kanaks qui ont une demande de décolonisation. Je pense que dans un pays comme la Calédonie, tout le monde aurait besoin de se décoloniser, y compris les métropolitains qui ont des postures des fois tout à fait étonnantes, qui sont quand même dans des continuités remarquables. Si vous voulez. Moi, j'ai l'impression de voir mes archives. Donc quand je vois, si vous voulez, non mais c'est vrai, je veux dire, bon, c'est intéressant, quoi, des espèces de postures que je reconnais. En 1900, c'était l'accueil des immigrants, là, le foyer des immigrants, c'est pareil, les mêmes... bon. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est dans une histoire liée, tous, là, donc de part et d'autre, que cette histoire liée, il y a un gros travail de mémoire et d'histoire à faire pour tous, y compris nous, et que quand j'ai enseigné là-bas l'histoire et que je tentais de déconstruire le plus précisément possible auprès des étudiants, toutes communautés confondues, et que j'ai eu l'impression à certains moments de faire de la vraie thérapeutique historique, ou historienne, ou je sais pas comment dire, de la psy, quoi, parce que tout le monde était mal avec son passé. J'ai toujours dit, je ne suis pas de chez vous, c'est-à-dire mon biotope habituel en tant que Française, c'est pas le cocotier. Et j'arrive pas à m'y faire, c'est comme ça, je pense le platane plus adapté à mon biotope. Voilà, je sais pas comment vous dire. Bon, je sais qu'il y a eu une plus grande France, mais bon, le cocotier, moi je dis pas que c'est la France. D'ailleurs, là-bas, j'avais beaucoup de mal à parler de métropole. Mais ne pas dire métropole me posait immédiatement en insurrectionnel potentiel. Si vous parlez de la France, pour dire la France c'est un pays, la Nouvelle-Calédonie c'est un pays, voilà, tout simplement. Ce qu'on dit aux Antilles. Ce qu'on dit aux Antilles. Les gens parlent, au bout de 15 jours de présence en Nouvelle-Calédonie, les Français vous parlent de métropole. Alors que moi, à Paris, à Marseille, je ne parle jamais de métropole. Je sais pas, c'est pas un mot qui me vient, quoi. C'est pas un mot qui m'est familier. Bon, comme là-bas, je refusais d'employer ça,
parce que ça ne me paraît pas juste et ça me paraît un inconscient tout à fait pernicieux, puisque c'est le lien institutionnel, donc que je récuse pas, il existe, mais enfin bon, il ne m'habite pas, si vous voulez. Je suis en France ou je suis en Nouvelle-Calédonie. Il fait chaud, les cyclones, tout ça, c'est un peu différent, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Par contre, une communauté de destin mériterait, et les enfants, les jeunes que j'avais en face de moi, ils avaient absolument besoin d'histoire, et d'une histoire qui rende justice, une histoire qui soit un récit transmis, qui permette de penser. Je leur ai toujours dit, je fais partie de votre histoire en tant que citoyenne française, même si mes parents n'ont pas eu cette idée bizarre d'aller partir aux colonies, mes grands-parents, en quelque sorte, je les remercie parce que c'est difficile à vivre pour la suite. Je pense, je vois les jeunes calédoniens étaient aussi très compliqués dans leur rapport à tout ça, c'est pas facile. Et c'est pas facile aujourd'hui de se situer, je leur en veux pas du tout, je pense pas que ce soit facile, la situation actuelle, c'est pas facile de dire oui, contre, pour ou contre, c'est plus compliqué. Cela étant dit, est-ce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui, en 2018, où les nationalismes, on a vu ce que ça donnait aussi, je veux dire, on a quand même aussi, d'inventer d'autres choses et d'autres appuis, d'autres liens en gardant, voilà. Donc si vous voulez, le Vanuatu est une peur vraiment qui est agitée de façon, je trouve, qui empêche de penser. Alors vous avez eu raison de soulever la question de Mayotte et des Comores, parce qu'on voit bien que toutes ces tensions, mais c'est là, on n'est plus dans restons français ou ne pas restons français, c'est le développement qui est en question, enfin je sais pas quoi, c'est notre monde qui va pas bien. C'est-à-dire, on voit bien que ça va pas bien, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, mais pas pour être français. Ils viennent parce qu'ils peuvent plus vivre là-bas, parce que, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je voudrais être très clair, parce qu'évidemment, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, la manipulation des peurs est un jeu que, d'abord, ce pays a beaucoup fabriqué toujours, enfin, il y a toujours eu beaucoup de rumeurs, et je ne voudrais pas d'ambiguïté. Et c'est vrai qu'il me semble que quand même, c'est de ce côté, pour une intelligence à venir, c'est quand même la question de la décolonisation mentale, y compris de notre propre histoire. Quand j'enseigne l'histoire en Nouvelle-Calédonie à des enfants à qui on a enseigné uniquement l'histoire de France, donc la focale, les programmes, c'est Atier fait pour des enfants de Bagneux, d'accord? Donc la focale est européenne, c'est normal, ici c'est normal que la focale soit européenne. Quand vous êtes un petit Kanak ou un petit Caldoche, et que vous ne savez pas ce que c'est que le printemps, et je ne suis pas en train de vous parler d'Albert Memmi, car il en parle en 1951, et bien il y a un petit Caldoche qui m'a dit, madame, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était que le printemps, évidemment, et on leur demandait, etc. Je ne caricature pas, il y a eu une réflexion, mais on est très peu loin, si vous voulez, dans la réflexion, et il y a eu des retours, et ça nous interpelle tous. Là, je me sens tout aussi interpellé, car finalement la France c'est quoi? C'est aussi cette plus grande France, et on doit, enfin voilà, c'est ce lien et notre histoire qui est aussi dans nos mains, et dans le récit qu'on en donne, si je puis me permettre. Je crois que c'est une très belle conclusion au débat. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'abord énormément, et simplement, je voudrais rappeler en deux mots que le Sénétime, qui est un des organisateurs, a été très impliqué à partir de 67, justement dans cette histoire de décolonisation et de colonisation. D'une part, par l'intermédiaire, au niveau du procès, par l'intermédiaire de Henri Leclerc, qui est un des fondateurs du Sénétime, et d'autre part, par beaucoup de travail commun avec des camarades guadeloupéens, réunionnais, etc. Et particulièrement, je voudrais citer quand même pour terminer les noms de Jacques Berthelot et Éric Edinval, qui ont été des militants indépendantistes et qui ont joué un rôle très important de liaison en 68 entre justement la France et la Guadeloupe. Merci. Merci.